Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude l'analyse fondamentale de la semaine. On va regarder dans le calendrier économique les éléments, les événements qui peuvent impacter le Forex. Et donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, avant de commencer avec le calendrier, déjà, on va essayer de voir extérieurement les risques qui peuvent impacter notre trading Forex cette semaine. Parce qu'il y a aussi le facteur extérieur qui peuvent entrer en ligne de compte et donc, il faut les savoir et tenir compte de ça quand on fait nos analyses et quand on prend des positions. Alors, avant de passer à ça, faut dire que lorsqu'on regarde le calendrier, on voit qu'il n'y a pas de discours au fait de banquiers centraux de la Fed cette semaine. Alors, la raison à ça, c'est que dans environ 2 semaines, le 6-7, on aura annonce du taux aux États-Unis. Et donc, 2 semaines avant les annonces du taux aux États-Unis, environ 2 semaines, on a ce qu'on appelle aux États-Unis le blackout period. Et donc, le blackout period, qu'est-ce que c'est? En fait, 2 semaines avant, les membres de la Fed sont tenus de ne pas s'expliquer environ 2 semaines avant les annonces du taux pour ne pas influencer le marché, pour ne pas influencer tout simplement. Et donc, pendant ces 2 semaines-là, ça a commencé le samedi 26 ici, voilà, le samedi 26, vous voyez, pendant ces 2 semaines-là, jusqu'au 6-7. L'annonce du taux, c'est 2 jours. Ils se réunissent 2 jours. Tous les membres de la fête se réunissent 2 jours. Le FOMC, ils font une réunion et c'est à l'issue de ces 2 jours-là qu'on a l'annonce du taux. Vous voyez, donc 2 semaines avant ça, ils sont tenus de ne pas s'exprimer. Donc c'est pour ça que présentement, dans le calendrier, si vous prenez votre calendrier, on n'a pas d'annonce de discours de banquiers centraux de la Fed cette semaine. Donc le blackout period a commencé le samedi. Voilà, aujourd'hui, on est lundi 28. Et donc, toute cette semaine, on n'aura pas le discours du membre de la Fed. Et donc, ça, c'était le premier élément que je voulais noter. Après, en termes de risque externe qui peut impacter notre trading Forex, on a évidemment les élections américaines la semaine prochaine. Et donc, j'ai fait une vidéo ce week-end, le samedi, pour expliquer un peu comment est-ce que ces élections-là impactent actuellement le dollar et comment est-ce que le dollar peut être impacté après ces élections-là, que je vous invite à voir ici. Je ne vais pas parler de ça. Et donc, pourquoi est-ce que c'est un facteur à prendre en compte dans nos analyses? À l'issue de ces élections-là, tout peut changer. C'est-à-dire que présentement, les chiffres d'inflation qu'on a aux États-Unis, les chiffres d'emploi qu'on a aux États-Unis, les chiffres de croissance et tout, à l'issue de ces élections-là, la tendance dans laquelle on est actuellement, je vais prendre l'exemple de l'inflation. L'inflation, on est dans une tendance baissière. On tend vers les 2%. À l'issue de ces élections, on ne sait pas ce qui va se passer. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Trump. Si Trump est élu, on n'est pas sûr que la tendance baissière qu'on prend avec l'inflation, bah, ça va continuer, quoi, dû à ces différentes mesures qui sont inflationnistes. Et donc, tout peut changer à l'issue de ces élections-là. Et donc, cette semaine, le marché ne va pas se positionner drastiquement, en fait. On ne va pas se positionner drastiquement, sachant que tout peut changer la semaine prochaine. Et donc, cette semaine, au niveau des chiffres aux États-Unis, c'est très probable qu'on n'ait pas les réactions qu'on a l'habitude d'avoir, quoi, tout simplement. Parce que le marché ne va pas réagir comme il a l'habitude de le faire, parce que la semaine prochaine, on a les élections. Et donc, c'est pareil pour tous les chiffres aux États-Unis qu'on aura cette semaine. On n'aura probablement pas les réactions qu'on a d'habitude. Donc, personnellement, c'est très frustrant. Pourquoi? Parce que, en tant que fondamentaliste, on veut naviguer, on veut être dans des environnements de marché calmes, où tout est calme, où tous les fondamentaux sont respectés et tout. Mais à cause de risques extérieurs, ces fondamentaux-là peuvent passer au second plan. Et donc, c'est pour ça qu'on est tenu d'être au courant de ça, au fait. C'est-à-dire que quand tu prends ton calendrier économique, tu ne vas pas analyser ça fondamentalement comme d'habitude et ignorer complètement le fait qu'il y a les élections aux États-Unis la semaine prochaine. Non, on prend tout ça en compte. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ça. Et donc, gardez ça en tête quand vous prenez toutes vos positions. Et donc, pour plus de détails, je vous invite à voir ma dernière vidéo dans laquelle j'ai parlé largement de ça. Ça, c'était les élections européennes. Ensuite, ce week-end, on a eu au Japon les élections législatives. Alors, le parti au pouvoir a perdu sa majorité. Le parti au pouvoir, il est dirigé par le premier ministre, M. Ishiba, qui a récemment été élu au Japon. Et donc, ils ont perdu le pouvoir à l'Assemblée. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Pour quand même ne pas avoir les mains liées, ils vont quand même essayer de faire des coalitions à gauche, à droite, vous voyez. Et donc, les deux partis, après le parti au pouvoir, c'est le LDP, c'est lui qui a perdu sa majorité. Et donc, après eux, les partis qui suivent, c'est le DPP, le Democratic Party for the People, et le GIP, le Japan Innovation Party. Et donc, ce sont les deux partis avec lesquels il va potentiellement avoir alliance, quoi. Alors que ces deux partis-là, quand on regarde leurs mesures et tout, ce sont deux partis plutôt dovish. Pas forcément qu'ils ne veulent pas de monter les taux, non, mais la barre pour monter les taux avec ces deux parties-là, c'est assez élevé. Et donc, ce tactique de Reuters-là, il résume un peu bien la situation. En plus, ça met aussi ce qu'on appelle la political noise. En fait, ça met un peu d'incertitude au Japon, tout simplement. Et donc, maintenant, la Banque centrale du Japon n'est pas dans un environnement propice, vous voyez, pour monter les taux. Déjà, qu'elle avait déjà pris une tournure plutôt dovish en disant qu'elle allait ralentir. Et c'est ce que le marché aussi a commencé à pricer. Le marché s'attend ici, je vais vous montrer ici, à ce que, bon, à quasi 100% que la prochaine réunion, à la fin de ce mois,
les taux soient maintenus. Pourquoi? C'est suite aux dernières sorties de la Banque centrale du Japon, disant clairement qu'ils vont maintenir les taux, quoi, tout simplement. Et donc, c'était plutôt dovish. Cet événement politique au Japon met un peu d'incertitude parce que le parti au pouvoir a perdu la majorité. Ils sont obligés maintenant de faire des coalition avec des partis qui sont plutôt dovish, parce que globalement, ce qu'ils proposent, c'est plutôt dovish. Donc, vous voyez que ça met de l'incertitude. Parti plutôt dovish qui prend un peu la main. Et donc, à l'instant où on a eu cette annonce-là que le parti, le LPD, a perdu la majorité, je vais vous montrer la réaction du yen japonais ici. Ça, c'était le week-end à l'ouverture du marché. Bam, le yen est parti à la baisse. On a eu ce gros gap-là et ensuite la baisse a continué. Et donc, ça aussi, c'est un facteur extérieur à prendre en compte quand vous tradez le yen japonais. Présentement, ils sont en discussion, essayez de voir comment est-ce qu'ils vont conclure des accords à gauche, à droite. Et donc, ça, c'est à suivre lorsque vous tradez le yen japonais. Et donc ça, c'est aussi un facteur extérieur en dehors des chiffres économiques qu'on peut avoir au Japon cette semaine. Ensuite, le troisième risque extérieur qu'on a eu aussi durant ce week-end, c'est la réponse d'Israël à l'Iran. Bon, la réponse d'Israël à l'Iran, c'était plutôt mesuré. Pourquoi? C'est ce que cet article a dit ici. En fait, le marché était en attente parce qu'il allait forcément avoir une réaction de l'Israël suite à la récente attaque de l'Iran. Vous voyez. Donc, le marché était dans l'attente de savoir est-ce que cette réponse sera violente dans le sens où est-ce que Israël va cibler les infrastructures énergétiques ou nucléaires de l'Iran. Si Israël ciblait les infrastructures énergétiques d'Iran, bah, le pétrole allait partir à la hausse parce que potentiellement ça allait être détruit et donc l'approvisionnement en pétrole allait être plus compliqué et donc le pétrole allait se faire rare et donc il allait prendre la valeur. Et donc la réponse d'Israël a plutôt été mesurée, ils n'ont pas ciblé l'infrastructure énergétique ni nucléaire, ils ont plutôt ciblé les zones d'installation de production de missiles iraniens, vous voyez. Et donc ça dénote quand même d'une volonté de désescalade. On ne veut pas continuer dans l'escalade, dans le conflit et tout. Et donc ça, c'est bien pour le pétrole. Parce que s'il n'y a pas d'escalade, géopolitiquement, les choses vont s'apaiser. Il n'y aura pas de problème d'approvisionnement en pétrole. Et donc lorsque le marché a ouvert, bam, le pétrole a chuté avec ce gros gap baissier là. Tout simplement. Le prix a baissé. Parce que le marché anticipe qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement en pétrole. D'ailleurs, ça pèse aussi sur le dollar canadien, cette chute du pétrole là. Et donc ça, c'est le troisième risque extérieur à prendre en compte, géopolitique. La récente avancée, c'est que Israël a répondu, mais c'était plutôt mesuré. Et donc ça aussi, c'est bien pour nous les fondamentalistes, parce que c'est ce qui est marqué ici. Cela permettrait à nouveau aux fondamentaux de dicter la direction des prix. Parce qu'on a besoin que les choses s'apaisent. On a besoin d'être dans des environnements de marché calmes. Il faut que les choses soient normales pour que les prix évoluent en accord avec les fondamentaux. Vous voyez, quand il y a des attaques à gauche, à droite, les fondamentaux peuvent passer au second plan parce que les gens, les investisseurs vont vouloir se protéger. Et donc, même si fondamentalement le fonds suspect être baissier, bah, puisqu'on veut se protéger, on va se tourner vers la Suisse. Le fonds suisse va s'apprécier, alors que c'est contraire à ses fondamentaux. Et donc, ça, c'est le troisième élément géopolitique à prendre en compte. Et donc, maintenant, on passe au calendrier économique. Alors, le lundi 28, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose dans le calendrier, hein. On a Maclim, le gouverneur de la Banque centrale du Canada, qui va s'exprimer. C'est l'élément majeur du jour. On va regarder ça. Il s'exprime à 17h30 GMT. Après, demain mardi, on a le rapport Jolt aux États-Unis ici. Bon, comme je l'ai expliqué plus tôt, cette semaine, les chiffres américains ne seront pas aussi impactants que ce qu'ils ont l'habitude d'être dans une semaine normale, parce que la semaine prochaine, on a élection aux États-Unis. Après ces élections, tout peut changer. Et donc, le rapport Jolt ici, je ne m'attends pas à grand-chose de ça. Personnellement, je veux juste regarder et prendre en compte les chiffres qui vont sortir, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Après, on a Schlegel de la Banque centrale de Suisse qui va s'exprimer à 18 GMT. Ça serait intéressant de voir parce qu'un peu plus tard dans cette semaine, on aura les chiffres d'inflation en Suisse. Et donc, ça serait intéressant de voir son discours. Ensuite, très tôt, le 30, après-demain, on aura les chiffres d'inflation en Australie. Alors ça sera très intéressant parce que lors de la dernière sortie de membres de la Banque centrale d'Australie, c'était Hauser. Son discours était plutôt intéressant parce que ça faisait suite aux récents chiffres d'emploi qui sont sortis plutôt assez robustes en Australie. Et donc, sa prise de parole était très intéressant. Je reviens rapidement sur ça. Ici, par exemple, il dit qu'ils étaient vraiment surpris voilà, de la croissance de l'emploi. C'était assez fort parce que ces chiffres ont sorti plutôt assez fort en Australie. Vous pouvez aller consulter les derniers chiffres d'emploi en Australie. C'était assez robuste. Ici, il a dit qu'ils sont prêts à agir, à répondre dans les deux sens. Les deux sens, ça veut dire monter les taux, baisser les taux. Ça veut dire qu'en Australie, on n'a pas encore fermé la porte à monter les taux. Vous voyez, ça, c'est extraordinaire. Comme quand vous regardez un peu ce qui se passe dans les autres banques centrales majeures du monde entier, c'est quand même extraordinaire. Et donc, l'élément le plus important ici, il a dit que ils vont prendre en compte les données d'inflation du troisième trimestre et d'autres données, entre autres, orienter ensuite la politique monétaire. Et donc, vous voyez qu'il donne des indices ici. On va regarder, on va prendre en compte les données d'inflation du troisième trimestre et d'autres données. Et donc, c'est ce qui rend intéressant les prochains chiffres d'inflation en Australie ici qu'on aura le 30, très tôt d'ailleurs.
à minuit 30 GMT. Ça aussi, c'est un peu frustrant parce qu'à minuit 30 GMT, bah, c'est maintenant qu'on a l'ouverture de la session asiatique, les spreads sont exorbitants. Et donc, c'est ce qui rend un peu frustrant ces chiffres d'inflation-là. Et donc, c'est ce qui va rendre très intéressant ces chiffres d'inflation-là. Les chiffres d'inflation du troisième trimestre, c'est eux qui sont là, voilà, Q3, quarter over quarter CPI, voilà, et le CPI en variation year over year. En gros, on s'attend à ce que, si vous regardez ici, la décélération à laquelle on s'attend avant, pour les chiffres d'inflation CPI en variation annuelle, on était à 3,8, on s'attend à 2,9. Ça, c'est une grosse baisse quand même. Ici, pour la variation trimestrielle, avant, on était à 1, on s'attend à 0,3. C'est une grosse baisse aussi. Les récents chiffres d'emploi étaient plutôt solides. Lui, il est sorti, il a dit que effectivement c'était solide. On va regarder les chiffres d'inflation, les prochains chiffres d'inflation pour essayer, de voir comment est-ce qu'on va mener la politique monétaire. Mais on voit qu'ici, le marché s'attend à ce que, globalement, tout ça baisse. Et donc, vous imaginez que si on a une grande hausse, déjà, ça va surprendre le marché. Ça va rentrer en ligne de compte avec les récents chiffres d'emploi qu'on a eu en Australie. Et donc, le dollar australien va surperformer. Ça sera extraordinaire. Mais il y a un petit bémol ici. Quand vous regardez ici, vous voyez que le marché s'attend à de grosses décélérations quand même. Ici, on est à 3,8, le marché s'attend à 2,9 en variation annuelle ici, vous voyez. Ici, on a 1, le marché s'attend à 0,3 en variation trimestrielle. Ce sont de grosses baisses. Pourquoi est-ce que le marché s'attend à ce genre de grosses baisses-là? Parce que récemment, les autorités australiennes ont mis en place des subventions au niveau énergétique. Et donc, on s'attend à ce que cette inflation-là baisse largement. Ça avait déjà été le cas lors des derniers chiffres d'inflation. Et donc cette grosse baisse-là, en gros, sera due majoritairement à ça, hein, aux récentes subventions que l'État a fait au niveau de l'électricité. Et donc, on ne va pas mettre au fait l'accent sur ça. Ces grosses baisses-là au niveau de l'inflation CPI, year over year et quarter over quarter, c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est plutôt des chiffres cœur. C'est plutôt l'inflation corps en Australie. Je vous rappelle qu'en Australie, l'inflation corps, l'inflation sous-jacente, c'est ce qui est marqué ici. Là, je suis sur le site de la Banque centrale d'Australie. C'est ce qui est marqué ici. In Australia, the most important indicators of underlying inflation are trimmed mean and weighted median. Vous voyez, donc en Australie, les façons sous-jacentes, les façons cœur, chez eux, c'est représenté par le trimmed mean et le weighted median. En fait, ici, on ne va pas détailler ça. Je vous invite à partir sur le site de la Banque centrale d'Australie pour plus de détails. Et donc, dans le calendrier, on va plutôt mettre l'accent sur ça. Parce que les mesures que ne tiennent pas compte des éléments volatiles. Et donc, ces grosses baisses au niveau de l'inflation globale ici, qui sont dues aux subventions de l'électricité que le gouvernement australien a fait, bah ici, on n'aura pas cet effet-là. Vous voyez, donc c'est plutôt ça. Le trimmed mean, year over year et le weighted year over year qui vont nous intéresser parce qu'eux ne seront pas impactés par ça. Est-ce qu'ils vont vraiment baisser largement ou est-ce qu'ils seront à la vous voyez? Donc, on va plutôt mettre l'accent sur ça. RBA weighted et RBA trim mean en variation annuelle et annuelle. Ici, on attend pour le trim mean de 9. Avant, on était à 3,9, on attend ça à la baisse à 3,5. Vous voyez que c'est pas aussi drastique que la baisse que le marché s'attend au niveau de l'inflation globale. Ici, pour le weighted, on s'attend, avant on était à 4,1, on s'attend à 3,6. Et donc, si effectivement ces chiffres d'inflation à sa baisse, ça va nous donner de très belles opportunités à la baisse sur le dollar australien. Pourquoi? Si on regarde positionnellement, le dollar australien ici, c'est la devise la plus achetée. Voilà. Avec le plus de positions acheteuses ici. Et donc, si on a des catalyseurs dans le sens inverse, ça peut aller très vite. Si on regarde ici, on est en zone surachetée ici au niveau institutionnel, vous voyez. Et donc, si on a des catalyseurs dans le sens inverse dû au positionnement institutionnel, et même quand on regarde au niveau des devises majeures ici, c'est la devise avec le plus de positions acheteuses, bah, la baisse peut être assez violente. Sur le court terme, la baisse peut être assez violente. Et donc, en termes de volatilité, c'est la meilleure opportunité. Mais puisque Hauser récemment, dans son discours, a mis l'accent sur ces chiffres d'inflation-là, s'il saute plutôt à la hausse aussi, malgré qu'on est suracheté ici, bon, on aura aussi de la réaction parce que ça va entrer en ligne avec les récents chiffres d'emploi qu'on a eu, qui sont sortis plutôt solides en Australie. Et donc, ça va raconter la même histoire. Ici, au niveau du marché, ici, déjà qu'on est quasiment sûr que cette année, il n'y aura pas de baisse de taux. Ici, on n'est pas à 100%. Si ces chiffres d'inflation sortent plutôt à la hausse, ça va surprendre déjà assez de monde. Et donc, ici, vous allez voir qu'on va commencer à pricer 100%, 100%, 100%. Et donc, le dollar australien va partir à la hausse, tout simplement. Et donc, ça, ce sont les chiffres d'inflation qu'on aura en Australie. Après, le temps aussi, on aura les premières estimations de la croissance en France, en Espagne, en Allemagne, ensuite en Europe. Et aussi, on aura les chiffres d'inflation en France. Et aussi, on aura les chiffres d'inflation HICP en Espagne. En Allemagne, ici, on aura l'inflation des différents États. Et aussi, on aura l'inflation en Europe aussi le lendemain. Ce qu'il faut noter avec ça, c'est que généralement, quand on a déjà les chiffres en France et en Allemagne, ça suffit déjà pour nous positionner, pour savoir ce qu'ont les chiffres en Europe. Et donc, en plus, on aura les chiffres en Espagne. Et donc,
inflation et croissance en Europe, ça ne sera pas très important parce qu'on saura un peu ce que ça sera. Parce que l'Allemagne, la France et l'Espagne, c'est quand même ce sont les économies majeures en Europe. Vous voyez? Qu'est-ce que j'attends de tous ces éléments-là? Présentement, l'euro a assez chuté et donc ça serait bien qu'on ait une correction. Et donc, par exemple, les chiffres de croissance et d'inflation, je les attends à la hausse, quoi, tout simplement, pour avoir un peu de repli, pour avoir un peu de correction. D'autant plus que la semaine passée, on a vu que les PMI en Allemagne, ça a quand même soufflé un peu. On est toujours en zone de contraction, mais ça a quand même soufflé un peu. On est repassé un peu à la hausse. Et donc, si on a en plus cette semaine des chiffres de croissance ici et les chiffres d'inflation en Allemagne qui sont plutôt positifs, couplés à ça, les chiffres de croissance et aussi d'inflation en Allemagne, en France et en Espagne qui sont plutôt solides, bah, ça peut quand même donner un peu de souffle à l'euro pour avoir cette petite correction-là, pour potentiellement après peut-être repartir à la baisse, quoi, vous voyez? Si on regarde au niveau du marché ici, ECB, présentement, ils sont plutôt dovish. Ils ont pris une tournure dovish suite au problème de croissance en Europe. Et donc, vous voyez qu'ici, 100%, 100%, voilà. On est quasiment sûr qu'il y aura baisse de taux en décembre ici. Voilà. Le marché price 28. On est à plus de 25. Même il price encore 100% de chances qu'on baisse les taux en janvier ici, vous voyez. Et donc ici, si ces chiffres-là sont plutôt solides, on peut price out un peu quand même de baisse du taux. On peut passer à 25 ici, voilà. Et l'euro va un peu souffler, vous voyez. Et donc moi, c'est dans ce sens-là que je privilégie. Mais imaginons que ça sorte plutôt assez négatif. Et donc dans ce cas-là, l'euro va continuer sa chute. En plus, ça va mettre une grande différence avec les États-Unis. Parce que présentement aux États-Unis, les chiffres, les indicateurs économiques se portent très bien. Les derniers chiffres PMI aux États-Unis étaient plutôt solides. En termes de croissance, on s'attend à 3% au troisième trimestre. Et donc, ça va mettre quand même un contraste au niveau de l'Europe et des États-Unis. Et donc, l'euro USD peut beaucoup souffrir, quoi, suite à ces chiffres-là, s'ils sont plutôt très négatifs. Le 30 aussi, on aura ici la première estimation de la croissance, comme j'ai dit plus tôt aux États-Unis. Au troisième trimestre, on attend ça à 3%. Bon, comme j'ai dit plus tôt aussi, cette semaine, les chiffres aux États-Unis, déjà ça, c'est pas une surprise, le marché s'attend déjà à ça. Parce que sur le site de la Fed d'Atlanta, ils ont l'habitude de faire des projections et donc ça tournait généralement autour de 3 pour le troisième trimestre et donc on s'attend déjà à ça. C'est pas une surprise et encore cette semaine, les chiffres aux États-Unis ne n'auront pas l'impact comme ils ont l'habitude d'être, parce que tout peut changer après les élections. Personnellement, je veux juste regarder et prendre conscience de ça, tout simplement. Alors, le 30 aussi, j'ai sauté ça. Voilà, on aura le budget d'automne en Grande-Bretagne. Et donc, ça sera très intéressant aussi, ça. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, mon avis sur la livre, je suis baissier. La livre est toujours surachetée. La livre aussi, au niveau institutionnel, on est quand même proche, on est en train de quitter de la zone surachat. Donc ma vue est baissière sur la livre. On aura le budget d'automne en Grande-Bretagne. Donc on aura le montant de ce budget-là et aussi il y aura des mesures fiscales qui seront annoncées. Pour faire simple, si ces mesures fiscales-là et le budget sort et que c'est assez restrictif, bah ça va entrer en écho, ça va faire écho avec ce que la Banque centrale actuellement de Grande-Bretagne veut. Elle veut que l'inflation baisse, surtout l'inflation des services. Donc si c'est restrictif, bah, ça limite aussi la consommation, vous voyez? Et donc, si ce budget-là et les mesures fiscales sont restrictifs, bah, ça contraint aussi la consommation et ça limite aussi l'inflation. Et donc, ça, c'est en accord avec ce que la Banque centrale veut ici. Et donc, le marché peut commencer à pricer ici plus de baisse de taux. Parce que là, on a moins 21. Lors de la prochaine réunion, le 7 novembre. Et donc, on peut pricer totalement les 25, la livre peut chuter. Mais si le budget et les mesures fiscales qui sont annoncées sont plutôt, c'est plutôt accommodant, voilà, c'est pour la consommation et tout, dans ce cas-là, c'est inflationniste, la livre va continuer sa hausse, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'acheter de la livre. Et donc ça, c'est à surveiller le 30, c'est très important. Ça peut être le début de la chute de la livre en fonction de ce qu'on aura en termes de budget et de mesures fiscales. Si c'est assez restrictif, la livre peut commencer à chuter, la chute qu'on attend depuis longtemps. Peut-être que ça viendra de cette annonce économique-là, donc c'est à surveiller. Après le 31, on aura la décision du taux d'intérêt au Japon. Je n'ai un peu parlé au début. Le marché s'attend quasiment à 100% hein, qu'on ne baisse pas le taux ici, BOJ, voilà. Là, on est à 86. Le marché s'attend à ce qu'on ne baisse pas le taux. C'est assez cohérent, hein, même avec les récents développements au Japon, avec les élections législatives et tout dont j'ai parlé au début de la vidéo. Et donc, ça sera très intéressant aussi de suivre la conférence de presse, de voir ce que les dirigeants japonais ont à dire concernant la politique monétaire au regard des récents développements de la politique, faire référence aux élections législatives. Et donc, ça sera très intéressant de suivre ça. Pour moi, ça, c'est à ne pas manquer. Parce que ça peut impacter lourdement le yen japonais, mais les risques sont plutôt à la baisse vu le développement actuel de la politique au Japon.
Ensuite, on aura les chiffres PCE, le 31 aussi. Comme j'ai dit plus tôt cette semaine, l'impact des chiffres aux États-Unis ne sera pas comme d'habitude. En plus, la Fed a tourné son focus maintenant sur l'emploi et encore plus, le PCE, il n'a pas l'habitude d'être aussi impactant que le CPI malgré que c'est l'indice préféré d'inflation de la Fed. Ici, on attend ça majoritairement à la baisse, mais imaginons que ça saute à la baisse. Qu'est-ce que ça va changer sur la vue globale actuellement aux États-Unis? Non, ça va rien changer. Vous voyez? En plus, les baisses là sont mineures. Peu importe ce qui va arriver ici, tout peut changer après les élections. Et donc, ça n'aura pas son impact. En cas de cataclysme, en cas de séisme, en cas de grosse surprise, c'est seulement dans ce cas-là qu'on peut avoir de la volatilité. Mais les chances que ça arrive sont très minimes. C'est pareil ici pour les inscriptions hebdomadaires au chômage ici. Voilà, c'est pareil. Présentement, avec les aléas climatiques aux États-Unis, avec les ouragans, les différents chiffres d'emploi n'ont pas le même impact qu'ils ont l'habitude d'avoir, vous voyez? Parce que les chiffres sont un peu biaisés. On a des ouragans et donc il y a potentiellement des gens qui sont en incapacité de travailler. Donc on s'attend potentiellement à ce que ces chiffres-là montent. Et donc on n'est pas dans les conditions habituelles. Et donc le marché le sait, il prend compte de ça. Il sait qu'on n'est pas dans les conditions habituelles et donc ça ne sera pas aussi impactant que d'habitude. En plus, dans une semaine d'élection. Après, on aura le 1er novembre les chiffres d'inflation en Suisse. Alors ça sera intéressant. Pourquoi? Parce que vous connaissez ma vue sur le franc suisse. Je suis plutôt baissé sur le franc suisse, mais le franc suisse, il n'est pas prêt pour baisser. C'est très frustrant. C'est la devise avec la livre que cette année, j'ai trouvé très frustrante à trader. Et donc, vous voyez que le franc suisse est assez fort ici. C'est un problème pour la Banque centrale. Le franc suisse était à ces niveaux ici. Elle est sortie pour dire que le franc suisse était fort après la baisse les taux. Mais on est arrivé à des niveaux assez hauts que le niveau précédent auquel elle est sortie pour taper sur la table. On a des niveaux plus hauts, mais on n'a pas encore eu de sortie de la Banque centrale. Elle fait comme si rien ne se passe, malgré que ça cause des problèmes d'exportation. On a des exportateurs suisses dans différents domaines, dans le domaine de l'horlogerie en Suisse, qui sont sortis pour dire que leur exportation baisse parce que le franc suisse est fort, donc les partenaires commerciaux préfèrent se tourner vers d'autres concurrents. Et donc, la fois du franc suisse, ça pose des problèmes. On a vu que les problèmes d'exportation, la Banque centrale était indifférente à ça, mais elle ne peut pas être indifférente s'il y a des problèmes de déflation. Et donc, ces chiffres d'inflation-là peuvent commencer voilà, à alerter la Banque nationale suisse pour des risques de déflation. Dans le dernier chiffre d'inflation en Suisse, on est passé de 1,1 en variation annuelle. On est passé de 1,1 à 0,8. On pensait que ça allait être suffisant pour faire baisser le franc suisse. Dès que ces chiffres sont sortis, on est passé automatiquement à la hausse. Il y avait des gaps haussiers. Mais après, on a vu que le fonds suisse est reparti à la baisse. Faut dire aussi qu'on n'était pas dans des environnements de marché habituels parce qu'on avait un peu les risques géopolitiques et tout, vous voyez. Et donc, ça justifie un peu ça. Mais passer de 1,1 à 0,8, c'est une grosse baisse quand même. Mais le franc suisse n'a pas réagi comme il devait réagir par rapport à ça. Limité aussi par les développements géopolitiques. Et donc, si on passe de 0,8, par exemple, on s'approche des 0, ça va commencer à inquiéter sérieusement, quoi, vous voyez, pour des risques de déflation. Et donc, moi, c'est seulement dans ce cas-là que je vais prendre le franc suisse. Disons qu'on baisse à 0,5, 0,4, on s'approche du 0. C'est seulement dans ce cas-là que je vais trader le franc suisse parce qu'on aura sur le cours restant de la volatilité, tout simplement parce que le franc suisse est trop fort. Et donc, si ces chiffres-là sortent à la hausse ou en ligne avec le consensus, ça ne m'intéresse pas du tout d'acheter du franc suisse. Et donc, c'est comme ça que ces chiffres d'inflation en Suisse seront tradés. En plus, ça peut faire écho avec les récents chiffres de réserves de devises étrangères qu'on a eu en Suisse, on a vu que du mois d'août à septembre, on a eu une grande hausse quand même. Ça montre que la Banque centrale, peut-être qu'elle est en train maintenant de prendre conscience que la faute du franc suisse, c'est trop, ça peut commencer à causer assez de problèmes et tout, vous voyez. Et donc, le fait de monter les réserves ici, c'est pour affaiblir la devise, tout simplement. Vous voyez que au fil des derniers mois, ils baissaient les réserves, ça donnait la force au franc suisse. Alors que dans la logique des choses, on devait affaiblir le franc suisse. Donc c'est pour ça que la Banque centrale suisse, vous allez voir un peu partout que c'est une banque dans les articles et tout, c'est une banque centrale qui fait ce qu'elle veut, en fait. C'est une banque qui est assez exceptionnelle. Et donc, au mois de septembre, on a vu quand même qu'il y a une hausse, augmentation de réserves de devises étrangères. Ça veut dire que tu vends du franc suisse pour acheter des devises étrangères. Donc, tu as pour intention d'affaiblir le franc suisse. Et donc, si ces chiffres d'inflation-là sortent plutôt négativement ici, comme je les attends pour traiter le franc suisse, ça peut faire écho avec ça. Voilà. Le fait que la Banque nationale suisse a un début d'envie d'affaiblir le franc suisse et donc on peut aller à la baisse, quoi, tout simplement. Et donc après, on aura les chiffres d'emploi aux États-Unis ici, NFP, taux de chômage, salaire. Comme j'ai dit plus tôt, les chiffres de cette semaine n'auront pas le même impact. En plus, les chiffres d'emploi aux États-Unis présentement sont biaisés par les ouragans qu'on a. Vous voyez même ça ici, hein. Au niveau du NFP, le marché s'attend à ce que le nombre d'emplois créés soit même plus bas que la moitié des chiffres qu'on avait avant. C'est dû aux aléas climatiques, tout simplement. Même quand on regarde ici les sondages, l'intervalle du sondage, c'est trop large au fait, mais on attend ça à la baisse. C'est trop large et c'est assez à la baisse. Et donc, c'est probablement les chiffres d'emploi de cette année
qui n'auront pas un impact significatif par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir comme impact. Imaginons que pour moi, le seul cas où on peut avoir de la volatilité, de la bonne volatilité, c'est si ces chiffres surprennent à la hausse. Déjà que le marché s'attend à ce que ça soit à la baisse, largement à la baisse, très, très, très à la baisse. Tous les acteurs du marché ici, tout le monde, dans le sondage, même quand on regarde l'intervalle du sondage ici de 0 à 185, tout le monde pense que ça va sortir à la baisse. Et c'est logique dû aux aléas climatiques aux États-Unis. Donc, imaginons que ça saute à la hausse et très à la hausse. C'est le seul cas dans lequel on peut avoir de la forte volatilité. Et donc, c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir de la volatilité à la hausse. À la baisse, on peut avoir de la volatilité si on sort très, très, très négatif. C'est-à-dire que les chiffres qui sortent ici sont en moins. C'est-à-dire, par exemple, qu'on peut avoir moins 10 000, moins 5 000 emplois non créés. Couplé aux chiffres de salaire et le taux de chômage assez négatif aussi. C'est dans ce sens-là qu'on peut avoir de la volatilité à la baisse. Mais vous voyez que pour avoir ça, c'est quand même très improbable, quoi. Et donc, je ne m'attends pas à de la volatilité extrême qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on annonce de ces chiffres d'emploi-là. C'est pareil aussi pour l'ISM manufacturier ici aux États-Unis. Et donc, cette semaine sera plutôt une semaine assez impactée par les élections aux États-Unis. On a beaucoup de facteurs externes qui entrent en ligne de compte. Et donc, prenez compte de ça lorsque vous prenez vos positions. J'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-le en commentaire. On se dit à très bientôt.